Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 24. Borel était imprudent. Il conduisait sans se concentrer le moins du monde sur la route et ses dangers éventuels. Pourtant, il faisait nuit, il pleuvait et la chaussée était glissante. Heureusement, les dieux étaient avec lui ce jour-là et aucun imprévu ne vint le mettre en danger. Il resta donc tout le long du trajet concentré sur ce qui les préoccupait, sans discontinuer depuis le début de l'après-midi. L'hypothèse de Fred sur l'affaire Ménestrel. Pour le Toubib, Alice Ménestrel avait été victime de pratiques importées directement des rites vaudous haïtiens. Si la théorie pouvait paraître séduisante, elle ne répondait pas cependant à toutes les questions. Comment un légiste chevronné comme lui avait-il pu être abusé par cela et déclarer une jeune femme morte si elle ne l'était pas vraiment? Bien sûr, lors de l'examen préliminaire fait sur les lieux, cela pouvait se comprendre, mais au moment de l'autopsie plus complète. À cette question pertinente, Fred avait répondu en rappelant les faits. Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer de réelle autopsie. J'ai fait des prélèvements, des examens assez complets, mais pas d'autopsie. Je te rappelle que le corps s'est beaucoup baladé et que l'autorisation d'inhumer m'a un peu pris au dépourvu. En plus, au vu des constatations que j'avais pu faire sur les causes de la mort, je n'avais pas vraiment de raison de la découper. Désolé pour l'image. Borel n'avait pas du tout été choqué par l'image employée par Fred. Non, il l'avait été plus par les idées qu'il défendait. Il avait donc cherché à le pousser un peu dans ses retranchements. D'accord, mais les blessures constatées, notamment celles par la balle, elles ne font pas de doute, n'est-ce pas? Le coup porté à la tempe droite, puis à la gauche, pas de doute non plus. Et ces blessures auraient causé la mort de n'importe qui, donc... À cet instant précis, et pour la première fois depuis le début de leur échange, le commandant avait senti une certaine gêne chez Castella, qui était allé jusqu'à se mordre les lèvres et hésiter avant de répondre. C'est là, je dois bien le reconnaître, que ma théorie va sans doute... Il se coupa de nouveau, haussa les épaules et soupira. Va sans doute te contrarier. Effectivement, ce que compta Fred par la suite laissa Borel interdit. J'ai pas mal échangé avec des copains spécialistes de la question. Quelle question? Interrompit le commandant. Les effets et les manières d'utiliser certaines toxines, et notamment les alcaloïdes présents dans la datura. Si l'on prend juste la scopolamine, elle peut avoir un effet hypnotique et générer des hallucinations. Selon le dosage et les produits auxquels elle est associée... Non, Coupa Borel. tu ne vas pas aller sur ce terrain-là. Le commandant connaissait très bien le médecin et depuis toujours, les deux partageaient, du moins sur certains aspects, une manière de penser commune. Et au vu des éléments qui venaient d'être évoqués, Borel était allé aux mêmes conclusions que Castella. Une différence toutefois entre les deux. Le policier refusait de les juger crédibles, alors que Fred déroula son argumentaire. Je ne connais pas tous les détails, et je ne suis pas encore certain que cela soit possible. Mais je pense effectivement que nous avons été victimes d'hallucinations. Non, non, ce n'est pas possible, cela n'a pas de sens. Je penserais comme toi s'il n'y avait pas cette histoire de vaudou. J'ai fait des recherches sur le sujet et, dans l'utilisation des drogues et autres produits de ce type, les pratiquants de cette religion ont parfois atteint des sommets et trouvé des techniques qui nous échappent encore aujourd'hui. N'oublie pas qu'ils les utilisent pour entrer en contact avec les esprits et que cet échange est l'un des fondements de leur croyance. Ah, je ne peux pas croire, cela n'est pas possible. Pourtant, cela confirmerait ton postulat de départ. Comment ça? C'est une explication rationnelle. Pas de magie noire, pas de gremlins, juste des choses que nous ne connaissons pas. Le commandant n'avait pas vu les choses sous cet angle. Il se ravisa donc un peu et après une courte réflexion, fit remarquer qu'il n'y avait pas de réelles preuves pour appuyer cette théorie. J'ai essayé d'en trouver, Reconnut Fred. et pour cela je me suis fait un prélèvement. Pourquoi? Pour savoir si j'avais des traces de scopolamine dans l'organisme. Hein?
Malheureusement, c'est un produit qui s'élimine très vite et après 48 heures, c'est difficile d'en trouver trace. Les analyses faites sur Aurore Roy l'ont été rapidement. C'est pour cela qu'on en a trouvé. Chez Alice Ménestrel, cela a été bien plus long. Et sur moi, encore plus. Fred laissa sa phrase en suspens, et à ce moment, Borel comprit que le légiste avait une idée derrière la tête. D'accord. Dis-moi directement à quoi tu penses, on gagnerait du temps. J'ai réfléchi un grand moment à la manière dont je pourrais appuyer ces hypothèses. Et j'ai pensé à un truc. Un truc qui va sans doute te paraître stupide. C'est point où j'en suis. Je me suis demandé si nous avions pu à un autre moment au cours de cette affaire être exposés à un hallucinogène. Et dans un premier temps, je n'ai pas trouvé. Et puis, je suis tombé sur un article qui m'a donné une idée. À ce moment, Fred avait sorti un document qu'il avait tendu au commandant. Le titre en était explicite. La datura et ses effets. En lisant rapidement, Borel n'avait pas compris quelle était l'idée du légiste, et il avait fini par lui demander des précisions. Fred avait alors attiré son attention sur une phrase précise. Il est important de manipuler la datura avec précaution. Ces principes actifs peuvent contaminer par simple contact cutané. D'accord, et en quoi cela nous aide? Réfléchis. N'y a-t-il pas eu quelque chose d'étrange qui nous a tous laissés sans voix et nous a fait nous demander si nous n'étions pas en présence d'une hallucination? Cette fois, Borel avait décroché. Il ne voyait pas à quoi Fred faisait allusion. Alors, après avoir affiché un air déçu, le légiste lâcha simplement. La statuette. Le commandant eut un geste de recul et lâcha benoîtement. La statuette? Et Fred de préciser sa pensée. Nous avons tous eu cette statuette dans les mains et nous l'avons tous vu se modifier sans raison ni explication. D'accord, et alors? Imagine qu'elle soit imprégnée de cet étrange produit que l'on a retrouvé dans le corps de Madame Roy et que ce dernier, dérivé de la datura, nous procure des hallucinations. Si pendant un instant pour le commandant cette idée parut intéressante, il y vit vite plusieurs oppositions. Non, cela ne va pas. Nous avons tous vu la statuette devenir plus fine et plus précise. Si c'était une hallucination provoquée par un produit quelconque, nous aurions vu des choses différentes. Oui. Mais tout d'abord, tu n'es pas certain que nous ayons tous eu la même chose. Le même type d'évolution, oui, mais le même résultat, pas forcément. Ensuite, j'ai mené quelques recherches dans ce sens, et figure-toi que j'ai découvert des études sur des phénomènes d'hallucination collective utilisés dans des rituels. Il s'interrompit pour laisser le commandant finir sa phrase, mais ce dernier ne le fit pas. Alors il compléta. Dans des rituels vaudous. La suite de l'échange avait eu quelque chose d'ubuesque, digne d'un épisode des plus fous de la 4e dimension. Et c'est avec étonnement que Borel s'était entendu dire. Bien, je vais te passer la statuette pour des analyses. Nous devons en avoir le cœur net. Oubliant volontairement toutes les règles de procédure habituelles afin de gagner du temps et surtout de ne pas avoir à se justifier sur ce qui allait être fait de l'objet, Borel avait fourni la statuette à Fred. Ce dernier l'avait rappelé en début de soirée et demandé de passer le voir. C'est là que le commandant se rendait, perdu dans ses pensées, en conduisant sans la moindre prudence. Dès qu'ils eurent franchi la porte, Solange, Simon et Marc se retrouvèrent au milieu d'une épaisse forêt, à la végétation bien éloignée de celle à laquelle ils pouvaient s'attendre dans la région où ils se trouvaient. La forme des arbres, de leurs feuilles, l'épaisseur de la végétation et même le bruit et la chaleur rappelaient les forêts tropicales. Aucun de nos 3 protagonistes n'était spécialiste en la matière, mais il n'était pas besoin de l'aide pour remarquer ces détails et s'en inquiéter. Bon sang, Grommela Simon. mais où sommes-nous? Solange ne dit rien. Elle regardait autour d'elle sans comprendre et sans pouvoir répondre à la question du major. Le lieutenant se retourna vers le hangar dont il venait de sortir. Il était immense et sa présence au milieu de cette végétation était des plus incongrues. En tôle blanche, il creusait entre les arbres une trouée immense. La porte s'était refermée et rien ne laissait penser qu'il serait possible de la réouvrir. Ce qui retint également l'attention de Sokan et accentua encore un peu plus sa perplexité, c'est qu'aucun chemin et encore moins de route ne semblait permettre d'accéder à la bâtisse. Elle était entièrement cernée d'une épaisse végétation. Quelques toussotements de Marc montrèrent qu'il reprenait un peu de force. Il ne fallait pas rester dans le coin et avancer pour échapper au GD qui, s'il avait disparu pour l'instant, ne devait pas être loin. Une question se posa bien vite. Par où partir? Le major remarqua un passage où la végétation semblait à peine moins épaisse, à peine moins haute. Il proposa de prendre ces directions. N'ayant rien de mieux ou de plus convaincant à proposer, le lieutenant acquiesça. Chacun reprit un des bras de Marc sous leur épaule pour le soutenir et ils commencèrent à marcher.
Très vite, la progression devint très difficile. Le terrain était accidenté et en partie caché par une végétation épaisse. La chaleur était écrasante et des colonies entières de moustiques virevoltaient autour d'eux. Le hangar disparut rapidement derrière les branches des arbres et ils n'eurent bientôt plus le moindre repère. À toutes ces difficultés s'ajoutait l'état de Giro. Le bonhomme pesait son poids et n'était pas en état d'aider les deux policiers à le soutenir. Si parfois il toussait un peu, si parfois il tressaillait ou semblait vouloir se redresser, ce n'était que de furtifs moments entre deux pertes de connaissance. Sokan finit par être à bout de force. Arrêtons-nous un instant. Implora-t-elle. Volontiers. Répondit Simon qui n'était pas en plus grande forme. Ils allongèrent Giro au milieu de la végétation et s'assirent à côté de lui. Il s'ensuivit un moment de silence pendant lequel ils cherchèrent à reprendre leur souffle et un peu de force. Puis le major revint sur le sujet qui en fait les préoccupait tous les deux. Je me demande vraiment où nous pouvons être. Il n'existe pas de coin comme ça près de chez nous. Nous ne savons pas combien de temps nous avons été inconscients. Fit remarquer Solange. Et à partir de là, nous ne pouvons pas savoir jusqu'où ils nous ont emmenés. Cette idée n'avait pas jusque-là traversé l'esprit d'Isaac. Quand il en prit conscience, il se figeait un instant en réalisant toutes les implications de cette situation. Il valait mieux ne pas penser à cela pour l'instant. Et puis, au fond, la question ne l'inquiétait pas vraiment. C'était une étrange sensation, comme si, en vérité, l'endroit n'était pas important. Le major l'ignorait alors, mais le lieutenant ressentait la même chose. Pour tous les deux, le plus urgent était de trouver rapidement une trace de civilisation. Nous devrions repartir. Conseilla le major, espérant ainsi atteindre un lieu habité. Repartir, certes, mais dans quelle direction? La forêt semblait encore plus épaisse et plus impénétrable que tout à l'heure. Les Urbeaux regardaient autour d'eux, rien ne leur permit de choisir une direction objectivement. Si nous continuons à avancer à l'aveugle, Fit remarquer Sokan. nous risquons de vraiment nous perdre, et même de passer à côté de ce qui pourrait être notre salut. Si nous restons ici sans bouger, Répondit Simon. nous sommes certains de ne pas nous en sortir. Ils étaient là, tous deux, face à une évidence. Autant le lieutenant que le major avaient raison, et il ne semblait pas y avoir de troisième solution. Finalement, Solange fit une proposition qui, à cet instant, pouvait paraître la plus rationnelle. Retournons au hangar et fouillons les alentours. Oui, mais si le GD y est revenu, Nous resterons prudents, mais nous ne pouvons pas continuer à avancer ainsi à l'aveugle. Et ce putain de hangar est la seule trace de civilisation que nous avons vue dans le coin. et lui, Demanda Isaac en faisant un signe de la tête en direction de Marc, qui était allongé près d'eux. Quand nous serons près du hangar, on le laissera dans un coin le temps de fouiller les alentours. Et on le récupérera après. Fred avait donné rendez-vous au commandant chez lui. Il habitait dans un appartement spacieux, dans une maison de maître au creux d'un village tout proche de la ville. La bâtisse, qui pendant longtemps avait abrité une famille bourgeoise de la région, avait été divisée en 4 appartements de standing. Le parc boisé qui entourait la propriété était d'ordinaire un lieu splendide. Mais en pleine nuit, sous la pluie, il y avait quelque chose d'angoissant. Borel remonta au pas le chemin qui menait au parking de la copropriété. Il se gara à côté de la vieille Renault du légiste. Au moment précis où il descendait de son véhicule, une pluie fine se mit à tomber. Toujours aux prises avec ses multiples questionnements sur la tournure que prenait l'affaire, il ne la remarqua même pas, du moins pas tout de suite. Il n'en fit cas que lorsque, après avoir sonné à l'interphone, il attendit que Fred vienne lui ouvrir. Il se protégeait alors grâce à l'avancée du toit. Une voix nasillarde sortit de l'interphone. « Oui, Questionna la voix à peine reconnaissable de Fred. c'est moi. je t'ouvre. » L'appartement de Fred s'ouvrait sur une grande pièce à vivre que le légiste avait su rendre agréable. Des affiches de concerts au mur témoignaient de l'appétence de Castella pour le rock, et la vieille Gibson Les Paul prenant la poussière dans un coin de son incapacité à en jouer. Dès que Borel entra, il la vit posée sur le bord et il fut soulagé de voir qu'elle ne s'était pas à nouveau modifiée et qu'elle ressemblait toujours à une bûche comme lorsqu'il l'avait sortie discrètement du commissariat. Fred remarqua de suite que le commandant regardait l'objet. Là, tu la vois telle qu'elle est vraiment. Ah oui? Ce n'était donc qu'un morceau de bois sur lequel on avait gravé rapidement et maladroitement quelques traits pour représenter grossièrement un visage féminin.
Castella posa une main sur l'épaule de Borel et l'invita à s'asseoir. Il lui proposa quelque chose à boire. Le policier déclina. Le légiste attrapa la statuette et s'installa sur le canapé en face de lui. Il la posa sur la petite table qui les séparait. Alors, effectivement, Dit-il. comme l'a constaté ton technicien précédemment, il n'y a aucun mécanisme de quelque sorte sur la statuette. Je l'ai donc apporté à mon ami Paul qui bosse dans le labo privé. J'avais une petite idée en tête, alors nous avons cherché à savoir s'il était recouvert d'un produit quelconque. Rien. Voilà qui met tes idées à mal. J'ai pensé comme toi, et puis Paul a posé la question qui a tout changé. Il a demandé « c'est quel type de bois ?» Castella attrapa la statuette et la tendit à Borel. Ce dernier la regarda avec attention, hésita, puis fit une moue. Franchement, je n'en ai aucune idée, je n'y connais pas grand-chose. Il reposa la statuette et machinalement se frotta les doigts. Il remarqua que ceux-ci étaient un peu poisseux. Peut-être un résineux? Se risqua-t-il. Fred eut un petit sourire et fit un signe négatif de la tête avant d'affirmer avec assurance. Ce n'est pas du bois. Comment ça, c'est pas du bois? Fred attrapa de nouveau la pièce, la retourna et montra une toute petite cassure en dessous. Je sais, ce n'est pas génial. Expliqua-t-il. Mais nous avons prélevé un petit bout ici pour l'analyser. Il reposa la statuette et continua son explication sans laisser le temps à Borel de réagir. Et Paul est formel, ce n'est pas du bois. Borel ne put retenir un petit rire nerveux. De l'aspect au toucher, en passant par l'odeur, tout dans l'objet qu'il avait devant lui laissait à penser qu'il était en bois. Le commandant crut donc que le légiste se moquait de lui. Cependant, face à la mine impassible de Fred, il dut admettre l'évidence. Ce dernier ne plaisantait pas. Malgré tout, il tenta d'argumenter. Arrête de dire n'importe quoi, notre technicien l'aurait vu. Pas forcément, sans un minimum une analyse spectroscopique, il ne peut pas le voir. Et je ne vois pas pourquoi il aurait eu l'idée de la faire une. Tu me parles chinois, là. Retiens juste que c'est certain, c'est pas du bois. Borel soupira et se pencha pour prendre de nouveau la statuette et l'observer avec plus d'attention. On aurait vraiment dit du bois. Cependant, il se résigna à écouter la suite. Ok, c'est pas du bois. Fit-il en la reposant. Et alors? Il n'avait pas été facile de déterminer la nature exacte de la matière de la statuette, mais les conclusions qu'en avaient tirées le légiste et son ami scientifique étaient pour le moins étonnantes. Nous étions là en présence d'un amalgame composé de différents végétaux et d'un produit inconnu, sans doute destiné à lier le tout. Parmi les composants naturels, Paul avait pu identifier de manière certaine la présence de feuilles de datura. Concrètement, Expliqua Fred. ils ont dû mélanger des parties nocives de la plante de datura et quelques autres végétaux avec une sorte de pâte grisâtre dont nous n'avons pas pu déterminer la composition. J'imagine que dans un premier temps, l'ensemble devait être assez malléable et a permis de donner à l'objet la forme voulue, rappelant vaguement un visage humain. Ensuite, l'ensemble a sans doute été chauffé. Les analyses montrent des traces de combustion. Cela a permis une solidification et voilà le résultat. Pas mal de simples supputations dans tout cela, et pas de réponse à la transformation de la statue. Fred sourit et redemanda à Borel s'il était certain de ne rien vouloir boire. Le policier confirma qu'il ne désirait rien, et le légiste s'excusa avant d'ajouter. Moi, je vais me prendre un whisky si cela ne te dérange pas. Sans attendre la réponse du commandant qui, dans le fond, ne l'intéressait pas, Castella quitta son canapé pour se rendre derrière le bord. Tout en se servant, il poursuivit. D'après ce que je sais, dans les rites vaudous, on peut avoir recours à des statuettes qui représentent les esprits et qui permettent d'entrer en contact avec eux. Si on y associe quelques psychotropes, on est prêt pour un long voyage. Il but le verre qu'il venait de se servir et s'en versa un second. La matière qui compose cette statuette est poreuse. En la manipulant, ta peau peut se retrouver en contact direct avec des produits actifs de nature à provoquer des hallucinations. Il vida d'une traite son deuxième whisky. Pour sa part, Borel semblait réfléchir. Ok, cette statuette est une invite à la défense, mais en admettant même que le fait de la toucher puisse provoquer des hallucinations, comment expliquer que nous aurions tous les mêmes? C'est le point faible de la théorie, et les explications que je peux proposer ne sont pas des plus convaincantes. Effectivement, Fred avait deux approches, mais ni l'une ni l'autre ne surent convaincre le commandant. Il émit d'abord l'hypothèse que le produit inconnu pouvait avoir des propriétés de nature à influencer les hallucinations générées par la datura. Borel l'écouta jusqu'au bout et demanda. Et cela existe, ce type de produit? Fred haussa les épaules. Ben, pas à ma connaissance, mais nous sommes en présence d'une substance inconnue, alors... Voyant que cette première piste ne semblait pas convaincre son ami, le légiste exposa la seconde qui, pour le coup, allait se révéler encore plus improbable. Cela peut être le résultat de rites. Il hésita à prononcer le mot. Le résultat de rites magiques qui nous échappent. Bref, Répondit Borel. tu n'as rien de sérieux.
Castella ne put que confirmer. Il aurait été facile à ce moment-là pour Borel d'envoyer tout cela loin et de classer les idées de Fred dans la catégorie nulle et non avenue. Mais quelque chose dans l'instinct du vieux flic le poussait à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'en demeure pas moins que cette chose est faite avec des produits stupéfiants de nature à provoquer des hallucinations et que cela n'est sans doute pas le fruit du hasard. Une lueur d'espoir vint renaître chez Castella et le policier de continuer à se questionner. Depuis que je suis là, on l'a tripoté plusieurs fois. Comment se fait-il s'il provoque des hallucinations que nous n'ayons pas d'effet? De la laque. Pardon? Pour la rendre moins fongible et éviter des effets, on l'a couverte d'une laque spéciale. T'es sérieux? Tu sais que c'est une pièce à conviction? Vous l'avez déjà abîmée et en plus modifiée? Si on n'avait pas fait ça, je suis certain que tu la verrais différemment. Borel n'insista pas. Au point il en était dans cette enquête, il n'en était plus à une entorse au règlement. Ce qui l'intéressait désormais, c'était que faire avec ces nouveaux éléments. Il avait des pistes, il les exposa à Fred. Ils avaient fait demi-tour depuis un moment, et Solange commençait à s'inquiéter. Où se trouvait le hangar? Il ne lui semblait pas qu'il s'était éloigné autant de la bâtisse, et même s'il s'avançait avec plus de difficultés en soutenant Marc, ils auraient dû arriver depuis un moment. Ils avaient dû se tromper. Difficile en effet dans une forêt aussi épaisse de se repérer correctement quant à une direction. Les arbres étaient tous les mêmes, et la canopée empêchait de distinguer le ciel et le soleil, qui aurait permis, peut-être, de se diriger avec plus de précision. Ce n'est pas normal. Finit-elle par dire à haute voix. Nous aurions dû arriver depuis un moment déjà. Je suis tout à fait d'accord. Répondit Isaac qui, bien qu'il n'ait rien dit jusque-là, partageait les inquiétudes du lieutenant. Faisons une pause. Proposa Solange. Prenons le temps de réfléchir. Le major ne se fit pas prier. Ils allongèrent Marc au sol et s'assirent à côté de lui. Le malheureux était toujours dans un état de demi-conscience et délirait entre deux pertes de connaissance totale. Nous sommes vraiment perdus. Lâcha le major. Pourtant, je suis quasiment certaine que nous sommes revenus sur nos pas précisément. Il faut croire que non. Le lieutenant dut admettre qu'Isaac avait sans doute raison, mais elle ne dit rien et se contenta d'hocher la tête. Et puis, après un moment où chacun d'eux semblait perdu dans ses pensées, Solange posa la question qui les hantait tous les deux. Et maintenant? Le major n'avait pas de réponse, et c'est à ce moment-là que des bruits jaillirent de la forêt. Les deux policiers se levèrent d'un bond et voulurent en repérer l'origine. Cela semblait être des cris imprécis et un brouhaha sourd qui donnait l'impression d'une agitation pour le moins surprenante en pareil endroit. Vaguement, Isaac finit par définir une direction. Il la pointa du doigt. C'est par là. Abandonnant le malheureux Marc, le lieutenant et le major se précipitèrent, semblant ne plus sentir ni la fatigue, ni les difficultés du terrain accidenté. À suivre.